Bonsoir à tous. Alors, certains qu'on connaît, certains qu'on découvre. L'idée du meet-up de ce soir, c'est vraiment de vous présenter un projet qui nous tient à cœur parce qu'il est piloté par la cellule de recherche et d'innovation de PIX, qui est incarnée par Jules. C'est un projet qui est dans la continuité finalement de l'état d'esprit dans lequel on est côté recherche et innovation, puisque c'est la suite de BIOPS finalement, avec une autre thématique, une autre vision. On a à cœur finalement de pouvoir aussi sur Aix commencer à réfléchir et à mettre en place ce type de projet qui effectivement pousse à pas mal de réflexions et qui nous permet de pouvoir challenger finalement notre position aujourd'hui. On travaille sur des projets qui sont déjà en général plutôt bien carrés chez nos clients, plutôt bien établis et avec des technologies déjà validées en amont. Là, en l'occurrence, on se positionne un peu différemment, on prend un angle de vue différent. Et l'idée, c'était de pouvoir présenter le travail qui est effectué. On n'a pas encore le résultat de ce projet, c'est en cours. Et il y a un travail commun qui est fait, puisque Thibaut, qui intervient sur Aix, travaille étroitement aussi avec Jules pour faire avancer effectivement cette recherche. Donc je vous laisse découvrir, et l'idée, c'est qu'on puisse en discuter après. Et s'il y a des envies de pouvoir contribuer. Certains l'ont fait énormément au sein de l'ensemble du groupe, mais je crois qu'on peut encore le faire et on peut effectivement participer au travail de Jules. Je te laisse la main. Merci. Du coup, merci Céline. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc effectivement, pour reprendre un peu le contexte qui a été donné, moi je suis responsable recherche-innovation chez PIX. Il y a une volonté forte chez PIX de faire de l'innovation, de l'émulation en interne, de travailler sur des sujets innovants. Tu l'as dit, pendant 4 ans, on a travaillé sur BIOPS, donc qui est un projet qui cherchait à réduire la mortalité des abeilles. Donc ça a été un premier gros projet d'innovation qu'on a porté. C'est devenu une société indépendante qui a pris son envol, voilà, qui est devenue indépendante, etc. Et du coup, l'objectif, c'était de rebondir là-dessus, rebondir sur l'expérience qu'on avait eue sur ce projet-là et de partir dans une autre direction pour faire un nouveau projet d'innovation et continuer ce travail-là en interne. Donc là, l'idée, c'est de présenter le projet, mais surtout la démarche de recherche qu'il y avait derrière le projet, comment on a avancé, comment on a mis en place le projet pour arriver à cette démarche de recherche, et quels sont les résultats. Donc en fait, on est parti d'un constat qu'on partageait déjà au sein de la direction technique et puis un peu plus largement chez PIX. C'est un constat assez simple, mais c'est que beaucoup de développeurs ont des difficultés avec Git. Derrière ça, il y a quoi? Il y a le fait que Git, c'est un outil tech qui est partagé par, je n'ai pas de vrais chiffres, mais on va dire au pif 98% des devs, ça doit être à peu près ça. Quasiment tous les devs, voire d'autres profils, font du Git au quotidien, etc., l'utilisent. Et pour autant, il y a une espèce de malaise général quand on fait du Git, c'est pas toujours maîtrisé. Si c'est maîtrisé, en fait, on utilise 10-15% de ce que peut faire Git au quotidien et en fait, on l'utilise pas plus. Et c'est pas juste une question de, en fait, on n'en a pas besoin. C'est vraiment, on sait pas faire, on n'a pas forcément envie, ou on se sent pas à l'aise, j'ai pas envie de casser quelque chose, etc. Donc en fait, on reste dans sa zone de confort. Et c'est quelque chose qui n'est pas non plus lié au niveau de la personne, puisqu'on a des seniors devs super calés, peu importe leur techno, avec 15 ans d'expérience et qui pour autant ne sont pas forcément plus à l'aise avec Git. Donc c'est vraiment une compétence à part qui est... on tombe assez vite d'accord sur le fait que c'est super utile et pour autant ça pose quand même encore pas mal de problèmes. Notre hypothèse derrière ça, c'est que les interfaces
qui existent pour Git sont pas, facilitent pas ou permettent pas carrément l'apprentissage de l'outil. Donc en fait, ce n'est pas des interfaces qui vont permettre à l'utilisateur de comprendre ce qui se passe, de vraiment cerner la complexité de l'outil, parce que du coup, ça, on est à peu près tous d'accord sur le fait que Git, c'est quand même un truc assez complexe à maîtriser. Et pour autant, les interfaces accompagnent pas vraiment l'utilisateur pour aller dans ce sens. D'un côté, on a la console qui est l'interface officielle, la vraie interface, qui n'est pas forcément très ergonomique, qui va vite rebuter les débutants et qui peut apparaître assez rébarbative même pour les plus avancés. Et ensuite, il y a tout un tas d'interfaces graphiques qui ne sont pas officielles, qui sont développées par d'autres sociétés, d'autres projets qui gravitent autour de Git. Il y en a sous Mac, Linux, Android, enfin il y a vraiment sur tous les systèmes, il y en a des dizaines et des dizaines. Et pour autant, on retrouve un peu toujours les mêmes défauts de fonctionnement en boîte noire, donc on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. On a des boutons un peu magiques du style refresh, mais en fait on ne sait pas vraiment quelle action ça fait derrière. Et globalement, on sent une volonté de faciliter la vie à l'utilisateur. Donc on reste dans ces 10% d'utilisation, je vais te faciliter la vie sur ces 10% d'utilisation, en mettant des boutons qui sont avec des noms plus explicités, etc. Mais du coup, on va éloigner l'utilisateur de la réelle complexité de l'outil. Et donc du coup, on ne va pas l'aider à mieux comprendre ce qui se passe, on ne va pas l'aider à mieux cerner le projet et du coup aller plus loin et utiliser plus Git. Sans compter que parfois les erreurs de Git sont carrément pas gérées et du coup dès qu'on utilise des fonctionnalités un peu plus avancées, en fait on n'est pas capable de les gérer correctement. Du coup, suite à ce constat, on s'est dit que ça serait intéressant de créer une nouvelle interface graphique à Git avec vraiment le mot d'ordre autour de l'aspect didactique. Donc prendre le contre-pied de ce qui existe et plutôt se dire oui, je veux faciliter la vie de l'utilisateur, mais surtout, je veux qu'il comprenne ce qui se passe, je veux qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire, et je veux l'aider à mieux utiliser l'outil pour que justement, ensuite, il puisse évoluer et utiliser les 90% restants de l'outil qui ne sont pas utilisés. Avec vraiment la notion de transparence, c'est-à-dire je ne cache pas la complexité. Je ne suis pas là pour masquer la complexité de l'outil et faire qu'il l'oublie et qu'il utilise plus facilement l'outil. Je suis plutôt là pour lui expliquer correctement comment il l'utilise, pour qu'il comprenne et que quand il l'utilise, il sache vraiment ce qui se passe derrière. Donc du coup, pour faire du didactique, la question ça a été qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer par rapport aux interfaces existantes. Et une des réponses qu'on a voulu apporter, c'est la gamification, c'est s'inspirer des jeux vidéo pour mieux apprendre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a des jeux vidéo qui nous apprennent des mécaniques de game design qui sont de plus en plus complexes, et pour autant, on a de moins en moins de tutoriels. C'est une phase qui est de plus en plus mal vue presque dans les jeux vidéo maintenant, et pour autant, on a des mécaniques de jeu qui sont relativement complexes, et les jeux arrivent à nous les faire comprendre, à nous les apprendre, sans passer par des phases de je t'explique avec du texte, etc., tout ce qui se passe. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc la gamification, ça a déjà été étudié sur des outils IT. Il y a même une dizaine d'années des travaux qui ont été faits sur la gamification pour Git. Et là, c'était en utilisant donc, des récompenses, ce qu'on appelle récompenses extrinsèques. Donc récompense extrinsèque, c'est quand on fait l'action pour la récompense qu'il y a derrière. Donc la traduction de ça, c'est ils avaient monté une espèce de pseudo réseau social autour de Git, où en fait, plus une équipe committait, plus elle avait de points, plus elle committait du code propre, plus elle avait de points, etc. Donc en fait, mettre un peu les bonnes pratiques en avant. Et du coup, c'était le côté leaderboard, voilà, je suis le meilleur, l'équipe qui a le mieux comité, qui a le mieux suivi les bonnes pratiques, arrivait en premier, marquait plus de points.
Et c'était à travers ça qu'avec la gamification, ils essayaient de motiver les équipes à mieux utiliser Git. Et il y a d'autres types de gamification de Git qui existent sous forme de ce qu'on appelle les serious games, des sessions de jeu dans lesquelles on va avoir un jeu qui permet d'apprendre l'outil. J'ai oublié le nom, mais il y en a un très connu où effectivement on a un visuel du graphe de commit, on va taper les commandes et puis on va voir en direct le graphe évoluer pour nous apprendre comment fonctionnent les commandes. Le problème de ces deux approches, c'est que, premièrement, tout le monde n'est pas réactif aux récompenses. Donc, tous les utilisateurs, tous les devs ne sont pas forcément compétitifs, n'ont pas forcément envie de débloquer tous les badges, n'ont pas envie de... Le côté je finis le jeu à 100% qu'on peut avoir sur certains AAA qui nous poussent à aller plus loin en mettant ce genre de mécanique, tout le monde n'est pas réceptif à ça. Donc, on va retrouver la même barrière sur la gamification d'outils IT. Et sur la notion de session de jeu, rien ne garantit l'engagement de l'utilisateur sur le long terme. On garantit absolument pas qu'une fois qu'il est sorti de la session de gamification, il va continuer à bénéficier de tout ce qu'il a pu voir. Donc on en est arrivé à cette hypothèse de recherche. Donc c'était vraiment l'axe central de notre projet, c'était de dire qu'avec d'autres mécaniques de game design, autres que les récompenses, on peut engager plus d'utilisateurs, puisqu'on va essayer de rapatrier tous ceux qui ne vont pas être sensibles aux notions de je débloque des badges, j'ai des trophées, etc. Et sur le long terme, en partant du principe que toutes ces mécaniques de game design, on va les intégrer à un outil, on va les intégrer à une interface. On n'est pas sur un outil qui s'utilise 2 heures, le temps d'apprendre un concept, et puis ensuite on revient à son outil habituel. On a un outil qui est sur le long terme, et toutes ces mécaniques de game design, elles sont distillées dans l'UX et dans l'UI de l'interface. Donc c'est ça notre postulat de départ, c'est de dire, en faisant de la gamification autrement, on peut embarquer plus d'utilisateurs et sur le long terme. Donc une fois qu'on avait posé l'hypothèse, l'idée c'était de pouvoir montrer est-ce qu'elle était vérifiable ou pas. Donc du coup on a posé notre démarche de recherche qui était de créer une maquette pour cette nouvelle interface. Donc premièrement, sans parler de game design, créer une nouvelle interface avec vraiment en tête la vision de quelque chose de didactique. Je vais construire mon interface pour qu'elle soit facile à appréhender, pour que la manière dont fonctionne l'outil transpire à travers l'UX. Une fois qu'on avait posé cette première maquette, on a réfléchi à quelle mécanique de jeu vidéo pouvait s'intégrer à cette interface. Qu'est-ce qu'on pouvait rajouter de game design dans notre interface pour aider l'utilisateur à comprendre ce qui se passe, à le rassurer, à l'accompagner. Ensuite, on a créé deux versions de notre maquette. Une qui allait contenir ces mécaniques de game design et une qui n'allait pas les contenir. Pour faire le parallèle avec la recherche médicale, c'est exactement le même procédé que le placebo. C'est quand on teste un médicament, on a des médicaments où il n'y a que du sucre dedans et des médicaments où il y a vraiment la molécule. À l'aveugle, on le donne aux personnes et puis on voit comment réagissent les différentes personnes. Là, c'est le même principe. Merci, je n'ai pas prévu. C'est de pouvoir comparer effectivement à l'aveugle comment vont réagir les différents types d'utilisateurs face aux deux interfaces. Et donc du coup, tout ça dans des tests utilisateurs qu'on a pu mettre en place. Donc comme je disais, on a commencé par redesigner une nouvelle interface pour Git avec l'idée de on s'adresse à des débutants. Donc on va d'une part prendre un champ fonctionnel plus petit. On n'a pas essayé de designer quelque chose qui est capable de reproduire toutes les fonctionnalités, tout le panel de fonctionnalités de Git. On a réduit. On a pris les fonctionnalités principales qu'on va utiliser au quotidien, qui s'adressent à des débutants, et ensuite on a créé des interfaces avec une notion de
sur la gauche, j'ai mes modifications qui ne sont pas encore validées. Quand je valide mes modifications, voilà, avec des systèmes de flèches, je vais passer vers la droite. Et puis quand je commit et que j'enregistre définitivement les modifications, je vais encore aller vers la droite. Donc on a essayé d'ajouter cette notion de workflow pour bien faire comprendre que voilà, il y a 3 étapes. C'est pas forcément intuitif dans Git au tout début de se dire que j'ai une étape de validation avant mon étape d'enregistrement dans le commit. On a séparé les fonctionnalités en 2 écrans avec vraiment un écran de au quotidien, je gère mes modifications, je gère le travail que je suis en train de faire au quotidien, je valide, je commit, je push, je me synchronise, etc. Et puis un second écran, plus de gestion de projet, où je vais avoir une vue d'ensemble de quel est l'historique de mon projet, qu'est-ce qui s'est passé, pouvoir aller voir en détail chaque étape de mon projet et gérer les différentes branches, les différentes versions de mon projet. Donc là, on est encore sur une interface sans gamification. On était vraiment sur, je construis une nouvelle interface et je ne pense pas du tout à la gamification. Ensuite, on a réfléchi et intégré des mécaniques de jeux vidéo dans cette interface pour accompagner l'utilisateur dans son usage de Git. Donc la première qui est... alors j'espère que les couleurs ressortent suffisamment. La première qui est relativement universelle, il y a plein de jeux vidéo qui font passer des informations à travers la couleur. L'exemple qui n'est même pas dans le jeu vidéo, qui est encore plus simple, c'est les feux tricolores. On a tous intuitivement la notion de le vert c'est plutôt cool et puis le rouge c'est un peu moins cool. On a repris cette notion-là en disant chaque fonctionnalité, elle va être associée à une couleur. Tout ce que je fais et qui est en vert, c'est annulable, c'est pas définitif. Donc je sais que je peux y aller sans risquer de faire de bêtises. Et en revanche, ce qui va apparaître en rouge, c'est les actions qui sont définitives. Donc l'idée derrière ça, c'est, on entend souvent avec les gens qui ont un peu du mal avec Git ou qui veulent essayer une nouvelle commande, je ne veux pas casser le truc, quoi. Il y a vraiment cette notion de je marche sur des œufs, je ne veux pas faire de bêtises, je ne veux pas casser le projet de tout le monde, je ne veux pas casser la prod, etc. Donc là, la première idée, c'est de rassurer l'utilisateur. D'une part, en lui montrant est-ce que ce qu'il va faire est annulable. Et donc du coup, là, je vais l'encourager à justement, vas-y en fait, essaye, vois ce que ça donne, vois quel impact ça a. De toute façon, tu sais que tu pourras annuler. Ou à l'inverse, l'avertir et lui dire, fais attention en utilisant cette fonctionnalité-là, ça ne sera pas annulable, donc potentiellement, tu peux perdre des informations. Pour renforcer cette notion-là, on a rajouté la notion de zone d'effet. Donc il y a certains jeux, avant même de faire une action, j'ai une visu de sur quel élément je vais agir. Quel élément de mon gameplay va être impacté par mon action. Et donc ça, on a repris cette notion-là en se disant, simplement au survol, sur les différents boutons, non seulement je vais avoir la couleur qui va me dire est-ce que ça va être annulable ou pas, mais en plus, je vais avoir les éléments, donc là en l'occurrence les fichiers qui vont être impactés par cette commande-là, qui vont être mis en surbrillance. Donc en fait, on fait tout pour que, avant même de valider l'action, avant même de cliquer, l'utilisateur il sache est-ce qu'il va faire quelque chose qui est annulable, qu'est-ce qui va impacter. Et donc du coup, toujours dans l'idée de, entre le nom du bouton, le mot-clé, la couleur et la zone d'impact, sans avoir besoin d'explications et de tutoriels, il a déjà une bonne idée de ce qu'il va faire dans le projet. Enfin, pour vraiment renforcer cette notion de j'ai peur de faire une bêtise et je ne veux pas faire de fausse manip, on a rajouté, donc ça c'est une mécanique qui existe dans maintenant pas mal de jeux vidéo, où certaines actions qui sont un peu risquées, qui nous mettent dans une position vulnérable, on va laisser appuyer sur le bouton voilà, une demi-seconde, en tout cas ce n'est pas un simple clic, pour valider l'action. Et donc du coup on a repris ce concept-là dans l'interface. Donc l'idée c'est, encore une fois, si l'utilisateur a un peu peur de faire des bêtises, mais en fait on lui rajoute un garde-fou pour empêcher les erreurs.
Donc là, on était dans le côté, je rassure l'utilisateur, je l'aide à comprendre ce qui se passe, je l'encadre, je l'accompagne. Mais du coup, on reste dans son champ de compétences actuel, si j'ose dire. C'est-à-dire, on reste dans les 5-10% de ce qu'il utilise habituellement et je l'aide à comprendre ce qui se passe. Un autre objectif, je le disais au début, c'est aussi de le pousser à aller plus loin et de sortir de ces 10-15%. Pour essayer de faire ça, l'idée qu'on a eue, c'est il y a pas mal de jeux vidéo qui ont cette notion de trophée, de challenge à débloquer en faisant des actions un certain nombre de fois. Donc, à première vue, c'est essentiellement là pour le coup de la récompense du trophée. Mais ce que j'avais trouvé intéressant dans un de ces jeux, c'est qu'en ouvrant, enfin voilà, j'ai commencé un trophée, j'ai fait 50 fois l'action sur 500 pour débloquer le trophée, du coup j'ai une notification du jeu. Je vais voir, et là je vois tous les challenges que je peux débloquer. Et en fait, ce qui était marrant, je ne sais pas si c'était quelque chose qui était fait exprès ou pas, mais en tout cas j'ai vu plein de challenges que je n'avais pas encore commencé, et qui m'ont permis de dire « Ah mais en fait je peux faire ça ». Je ne savais pas que je pouvais le faire, mais du coup là je vois qu'en fait je peux le faire. Et hormis le challenge, ça m'a permis de voir qu'il y avait des actions, des fonctionnalités, si je fais le parallèle avec une application, dont je n'avais pas conscience. Et donc du coup, on a repris cette notion-là en se disant, on va faire un suivi de progression. Déjà, ça peut permettre à l'utilisateur de se situer par rapport à l'outil. Donc en disant, en voyant combien de fois il a lancé telle ou telle fonctionnalité avec des paramètres, des variantes, etc. Donc lui permettre, lui, de se positionner en disant, voilà, ce champ fonctionnel de guide, je suis plutôt à l'aise, ça, par contre, pas trop. Mais surtout en mettant en avant toutes les fonctionnalités qu'il n'a jamais utilisées. Donc la partie qu'on a appelée voilà, To Discover, c'est vraiment, aujourd'hui dans Git, tu utilises ça, mais en fait, il y a encore tout ça que tu n'as jamais vu. Et donc l'idée, c'est de pouvoir pousser l'utilisateur à aller plus loin. Alors j'ai juste un doute. Ok, j'ai un souci de... j'ai une slide qui a sauté. C'est pas grave, je la ferai à l'oral. Donc de pouvoir lui mettre sous le nez un peu tout ce qu'il n'utilise pas et qui pourrait lui servir, et de faire un lien vers l'aide du projet. Donc là, c'est la slide qui a disparu. Je vais la chercher si elle n'a pas sauté. Non, bon. Et donc la dernière mécanique de jeu vidéo qui a été reprise du jeu Doom, c'est que dans le jeu, en fait, l'aide est relativement minimaliste, mais pas de manière péjorative, de manière efficace. Donc, c'est-à-dire que, notamment, quand on débloque une nouvelle arme dans les reboots de Doom, plutôt que de nous mettre un texte explicatif pour nous dire ce que ça fait, en fait, on a une petite vidéo en boucle qui tourne et qui nous montre vraiment visuellement ce que va faire l'arme. Donc en fait, on sait à quoi s'attendre et on sait ce qui va se passer quand on va l'utiliser. Et en plus de ça, le jeu, quand il nous met l'arme dans les mains, il nous téléporte un peu dans une pièce avec des murs gris, un sol gris, un plafond gris. Il y a 2 ennemis devant, c'est tout. Et en gros, il nous dit « utilise l'arme ». Et en fait, on a ce côté bac à sable qui rassure entre guillemets dans le sens où en fait, je l'ai déjà utilisé dans un cadre où je risque à rien. Donc je sais à quoi m'attendre et du coup, quand je vais revenir dans le vrai jeu, je vais pouvoir l'utiliser efficacement. Là, l'idée, c'est à travers, entre autres, cette partie To Discover, c'est d'amener l'utilisateur à aller dans un bac à sable, dans une sandbox, pour tester la nouvelle fonctionnalité et pouvoir dire je ne suis pas en train d'essayer sur mon projet, je ne risque pas de casser mon projet, je ne risque pas de faire de bêtises. Je le fais dans un environnement qui est safe et du coup, je l'encourage encore une fois à aller plus loin, à développer ses compétences et à ne pas rester dans sa zone de confort, son champ fonctionnel de j'utilise 4 commandes Git que j'utilise tout le temps et en fait, j'utilise que celle-là parce que les autres, je ne sais pas ce qu'elles font, je n'ai pas envie de tout casser, etc. Là, on a cette notion de bac à sable qui pourrait être vraiment une copie de mon projet. Donc vraiment, je teste les fonctionnalités sur mon projet, je vois ce qui se passe. Mais en fait, je suis dans un bac à sable, donc je risque rien de casser.
Donc une fois tous ces éléments définis, on a créé les deux versions de la maquette. Encore une fois, une version sans gamification qui était la version témoin et une version avec gamification qui nous ont permis justement d'évaluer l'apport de la gamification. Donc pour ça, on a mis en place des tests utilisateurs. L'objectif, c'était déjà d'avoir de pouvoir recueillir le ressenti des utilisateurs, puisque du coup, on a développé une nouvelle interface à Git. Donc déjà voir est-ce que les utilisateurs réagissaient bien à cette nouvelle interface. Et ensuite, de tester l'impact de la gamification sur deux aspects. Le ressenti de l'utilisateur. Déjà voir est-ce qu'il était plutôt content des mécaniques, est-ce que ça lui paraissait intéressant et pertinent. Mais aussi de pouvoir évaluer techniquement ce que lui apportait la gamification. Donc c'est-à-dire pas être dans du ressenti, pas être dans du subjectif, mais d'être dans des tests techniques qui permettent de dire on a mesuré les compétences avec et sans gamification. Est-ce que, du coup, la gamification apporte quelque chose? Donc voilà, comme je disais tout à l'heure sur la notion de test de médicaments, même principe, on a fait des tests en aveugle, donc ils ne savaient pas quelle version de l'interface ils étaient en train de tester. On a récupéré autant les retours ressentis un peu libres pour avoir matière à améliorer l'interface qu'une évaluation côté ressenti et côté technique. Donc on a mis en place des tests techniques que devaient réaliser les utilisateurs, des actions Git très précises à faire pour voir si, au travers de l'interface, ils étaient capables de le faire correctement sans chercher trop longtemps. Est-ce qu'ils avaient besoin d'aide pour réaliser correctement l'opération, etc. Et tout ça, ça nous a permis de comparer les deux. Donc les tests ils se sont passés sur environ 15 jours, il y avait 3 personnes qui faisaient passer les tests et on a pu tester une trentaine de sujets avec des sessions qui allaient de 1 heure, 1h30, voire 2 heures suivant les retours, les difficultés, etc. Du coup, tout ça, ça nous a amené à pas mal de résultats qui sont plutôt cool. Ça, c'était plutôt la bonne surprise, puisque, comme je dis, c'était une hypothèse qu'on posait. L'objectif de toute la démarche de recherche, c'était de vérifier est-ce que notre hypothèse était juste. Donc, ce qu'on voit, c'est que au niveau de la compréhension technique, c'est-à-dire vraiment au niveau des tests techniques qui sont objectifs, c'est vraiment est-ce que c'est juste ou faux. On a une amélioration des résultats sur les personnes qui utilisaient la version gamifiée de l'interface. On voit que ça améliore aussi le ressenti de l'utilisateur. C'est-à-dire que globalement, les utilisateurs adhéraient mieux à l'interface quand elle était agrémentée de la gamification. On a une très très grosse majorité des utilisateurs qui étaient vraiment emballés par la version gamifiée et qui, si ce n'était pas une maquette et que si ça avait été déjà implémenté, auraient été prêts à basculer sur cette interface au quotidien. Globalement, ils ont trouvé que les mécaniques qui avaient été mises en place étaient pertinentes, elles apportaient quelque chose à l'utilisation de l'outil. Et voilà, on a eu globalement des retours très positifs sur l'interface et sur toutes les mécaniques de game design qu'on a pu mettre en place. Donc ça, c'était vraiment la bonne surprise de voir que ça apportait quelque chose et puis que c'était assez significatif. Pour rentrer un peu plus dans les détails, donc notamment ici, le presque 14% d'amélioration au test technique, c'est une note globale. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ça allait des questions très simples où finalement la gamification ne faisait aucune différence, aux questions un peu plus techniques, où là, la gamification, elle apportait une plus-value jusqu'à 43%. Donc c'est-à-dire que on voit que la gamification a eu un réel impact sur la compréhension de l'outil, sur l'utilisation de l'outil et sur les résultats techniques des utilisateurs sur ces tests-là.
Donc ça, c'est pas quelque chose de subjectif, c'est pas simplement l'utilisateur qui dit oui, j'ai l'impression de mieux comprendre, c'est vraiment des tests techniques. On a eu globalement des bons retours sur la partie progression, puisque ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas tester au niveau technique. C'était simplement, est-ce que vous pensez que le suivi de progression, le fait de vous donner des pistes d'amélioration avec une aide, une sandbox, etc., les utilisateurs étaient vraiment réceptifs à ça. La mécanique de longue press pour valider les actions était... voilà, les 2/3 des utilisateurs étaient plutôt intéressés par cette option-là. Et il y a eu un petit incident de parcours qui a donné lieu à des résultats intéressants, qui était qu'en fait, il y a une personne qui s'est inscrite sans connaissance sur Git. En fait, c'était pas du tout un développeur qui, voilà, il y avait des tests utilisateurs, voulait donner un coup de main, s'est inscrit et n'avait pas vu que c'était entre guillemets sous condition de connaître Git. Et en fait, je lui ai quand même fait passer le test en me disant ça pourrait être intéressant. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il a eu des meilleurs résultats à certaines questions techniques sur Git que d'autres personnes qui étaient développeurs, qui avaient l'habitude d'utiliser l'outil. De quoi? C'est Guilherme. Et qui, du coup, en fait, grâce à la gamification, grâce voilà, aux encadrés, aux couleurs, etc., arrivait à comprendre ce que faisaient certaines fonctions, là où d'autres qui n'avaient pas la version gamifiée, mais qui étaient des développeurs, avaient moins. Donc voilà, c'était assez marrant de voir que la gamification, elle avait un réel impact et qu'elle apportait vraiment quelque chose, même pour quelqu'un qui n'était pas du tout de domaine. Voilà, donc tout ça, ça nous a permis de valider notre hypothèse, nous permet de valider que, effectivement, on était sur quelque chose qui fonctionne, qui donne des premiers résultats qui sont intéressants. Donc du coup, là, on est parti pour continuer à améliorer autant sur la partie développement et pour aboutir sur un produit utilisable, que sur la partie recherche. Donc aujourd'hui, à court terme, on a déjà intégré tous les retours qu'on avait pu avoir pendant les tests utilisateurs. L'implémentation, elle est en cours. Donc là, on est sur du Flutter, sur du Flutter Desktop pour être précis. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire du Windows, du Mac, du Linux, et puis potentiellement du mobile, si on veut vraiment pousser le truc. L'implémentation, donc je disais, elle est en cours. Un sujet qui va très vite aboutir, normalement, là, c'est le choix d'une licence. Donc l'objectif, c'est très rapidement de rendre open source cet outil. Voilà, le but, c'est de profiter de la communauté, faire grandir le projet, apporter quelque chose. Et donc, une fois qu'on aura fini cette implémentation de la première version, on va pouvoir refaire des tests utilisateurs. Cette fois, pas sur des maquettes, mais sur un outil réel qui peut être utilisé. Donc, on va pouvoir refaire une phase de test utilisateur pour avoir des résultats encore plus précis, encore plus parlants. Une des idées, c'est de mettre en place un suivi de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que à travers l'outil, on va suivre sa progression et l'amélioration de son utilisation de Git sur le long terme. Donc, plutôt que d'être sur un test qui dure 1 heure, on va pouvoir faire des tests qui durent 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, et de voir sur le long terme vraiment quel impact va avoir la gamification sur son utilisation de l'outil. Est-ce que vraiment ça l'aide à s'améliorer, à mieux comprendre ce qui se passe, comment utiliser l'outil, etc. Et pouvoir faire des tests utilisateurs vraiment sur le long terme. Évidemment, toujours continuer d'intégrer les retours utilisateurs au fur et à mesure pour améliorer l'interface, la rendre plus intéressante. Et ensuite, évidemment, intégrer de nouvelles mécaniques de jeux vidéo. Donc là aujourd'hui, j'ai présenté 5 mécaniques qui sont des mécaniques relativement simples à mettre en place, relativement simples à appréhender. Parce que les jeux vidéo ont sûrement encore plein de choses beaucoup plus poussées à nous apprendre, et donc du coup il va falloir travailler sur des mécaniques plus complexes à intégrer, mais qui potentiellement peuvent avoir plus d'impact sur les utilisateurs et intégrer tout ça.
Et puis du coup, à plus long terme, l'idée, ça va être d'étoffer le champ fonctionnel de l'outil pour que ça devienne vraiment un outil qui soit utilisable au quotidien, qu'on ne soit pas sur un champ fonctionnel réduit qui fait qu'on perde une partie des utilisateurs pour qui ça ne suffit pas. Donc vraiment étoffer le champ fonctionnel, rajouter ces nouvelles mécaniques qu'on aura pu définir précédemment. Et on a d'autres pistes d'amélioration, d'innovation, etc. Petit souci de titre, mais du coup évidemment c'est pas un projet qui se fait à 4. Donc merci à tous ceux qui participent et qui ont participé, que ce soit au développement, au travail UX, à l'aide de l'organisation du projet en chefferie de projet, pour les tests, tous ceux qui ont participé aux tests, tous ceux qui viennent poser des questions, qui viennent challenger un peu le projet. Merci à tous ceux qui pourront s'y intéresser. Comme je disais, aujourd'hui, il n'est pas encore open source, mais on travaille dessus. On a une licence qui est dans les bacs et on attend un peu la validation, mais ça devrait aller assez vite. Et ensuite, le projet il sera open et le but, c'est justement qu'on puisse partager, échanger et faire évoluer le projet le mieux possible, refaire des tests utilisateurs, etc. Donc si ça vous intéresse, que ce soit de près, de loin, en dev, en UX, en question, en test, etc., n'hésitez pas à le dire. On est vraiment ouvert justement à collaborer pour faire avancer le projet. On n'avancera pas que à quelques-uns de la cellule recherche-innovation, clairement. Donc plus il y aura de monde, plus ce sera intéressant. Donc voilà. Merci beaucoup de vous être déplacés. Et puis du coup, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a eu une différence notoire dans l'amélioration des résultats des cobayes en fonction de leur connaissance technique préalable? Alors, très honnêtement, c'est une donnée qu'on a, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter. C'est-à-dire qu'on a noté le niveau de l'utilisateur et effectivement ses résultats. Il faudrait qu'on aille plus loin dans le traitement des données, mais il y avait deux freins sur le moment, c'était le temps, parce que du coup on était pris par le temps, parce qu'on avait aussi des contraintes de... ce projet, il nous permet d'obtenir l'agrément CIR de PIX, et du coup on avait des deadlines à respecter pour avoir un projet de recherche avec une démarche de recherche qui est complète, donc c'est-à-dire verrou, hypothèse, expérimentation, résultat. L'autre frein qu'on peut avoir, c'est que, étant donné que c'est difficile d'évaluer le niveau des utilisateurs, c'était un niveau que eux donnaient. Donc ça donne toujours une idée. Effectivement, il faudra faire la corrélation, au moins par curiosité. Mais dans la prochaine version du projet, sur le suivi à long terme, là, on pourrait avoir soit un quiz en début de test qui permet de mieux situer le niveau d'utilisateur, soit, et là c'est presque un sujet d'innovation à part entière, mais ça pourrait être de dire j'étudie aussi la manière dont il utilise l'outil pour un peu juger son niveau. Donc aujourd'hui on n'a pas le résultat, mais effectivement ça serait... Il n'y a même pas une tendance à la louche globalement, de ce que je peux dire comme ça, mais c'est vraiment de tête, mais il me semble que les débutants sont plus sensibles à la gamification du fait que du coup, les seniors ont un peu plus de connaissances, donc ça va moins les aider parce que c'est des choses sur lesquelles ils sont déjà à l'aise. Et les débutants, de manière globale, vont être plus sensibles. Pour autant, même des utilisateurs qui se disent avancés, c'est là où justement une personne qui n'était pas utilisateur de Git, ça a donné des résultats intéressants. C'est que même des personnes qui se disaient avancées, seniors sur Git, pouvaient se tromper sur certaines commandes qui sont un peu moins utilisées, typiquement le git clean, ou quand on disait quels sont les fichiers impactés par git clean, ils n'avaient pas forcément juste, parce que c'est une commande qu'on n'utilise pas souvent. Là où, du coup, en fait, avec la gamification, vu que c'est super clair et qu'on définit clairement quels sont les fichiers impactés, on avait plus de bonnes réponses grâce à ça, quoi. Donc, si je devais donner une tendance, c'est les débutants, de manière globale, ça va plus les aider la gamification.
Et en fait, les seniors, ça va les aider plus sur les fonctionnalités avancées. Ce qui paraît assez intuitif de se dire, en fait, ça aide les gens quand ils ne sont pas forcément très à l'aise, quoi. Ouais. Petite question, j'avais fait du Flutter Desktop il y a un moment déjà, et c'est une version stable maintenant de Flutter Desktop? Ouais, alors quand on a commencé le projet, c'était pas le cas, mais effectivement, depuis, ils ont sorti une version stable, et du coup, justement, il y a Linux et Mac qui ont commencé à être en stable, et Windows est aussi passé en stable, donc effectivement, on est sur un framework qui est stable. Ça va techniquement, il n'y a pas eu trop de... Pour l'instant, le seul frein qu'on a eu au début, c'était sur Mac, parce que du coup, étant donné que on lui fait exécuter des commandes en local, il y avait la sécurité qui a posé un peu problème au début, parce que Mac refusait d'exécuter des commandes en local hors d'une sandbox. Donc en fait, il les exécutait dans la sandbox du projet, mais vu qu'on avait besoin d'accéder aux fichiers du projet qu'on veut gérer, ça bloquait. En dehors de ça, globalement, on est plutôt content. C'était un peu un pari au début, je dois avouer. Ça allait bien dans la notion de cellule de recherche innovation, tester les nouvelles technos. Il y avait Flutter qui à l'époque commençait à monter et qui paraissait plutôt intéressant. Du coup, on a un peu parié là-dessus et on a eu pas mal de chance. Effectivement, ça marche plutôt bien. Effectivement, on a 2 devs aujourd'hui, on a 2 devs Linux, un dev Mac. Et on n'a pas trop de différence, on ne se tape pas des erreurs de ça marche d'un côté, pas de l'autre. On a testé sous Windows, pareil, ça marche plutôt bien. Donc, conditions en fonction de la plateforme dans le code, je crois qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Il y a 2-3 trucs. J'ai ouais. rajouté 2-3 trucs pour Mac, parce que j'arrive dessus, et à part ça... Ouais, c'est plus de la config spécifique pour que le projet en global fonctionne. Mais par contre, dans le code lui-même, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas une seule différence de si c'est du Windows, il faut faire ça, si c'est du Mac, il faut faire ça, on ne l'a pas. Donc, pour l'instant, c'est assez agnostique au système. Ça. Plutôt cool. J'ai pas vu de graphe, mais je me demandais, est-ce qu'il y a un graphe? Est-ce qu'il est prévu d'en implémenter un? Est-ce qu'il serait interactif en fait? Alors, le graphe, ça a été toute une histoire. Les toutes premières maquettes très moches qu'on avait, effectivement, c'était des graphes. Et on s'est très vite calmé sur le graphe parce qu'en fait, en Flutter, aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, un git graph en Flutter, ça n'existe pas. Donc, du coup, quand on a commencé à réfléchir à comment il allait falloir l'implémenter, on s'est dit qu'on allait mettre une liste dans la V1 MVP, quoi. Mais effectivement, l'objectif, donc si je reviens sur... merci. Si je reviens rapidement sur les maquettes, techniquement, voilà, cette partie-là et cette partie-là, c'est censé être le graphe de commit et se pose la question de l'interactivité, mais ça pourrait être pas mal, effectivement, si on va loin, soit de pouvoir bouger à la main les commits, soit d'avoir des clics droits pour faire un reset, pour faire un cherry pick, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on veut implémenter. En sachant que, du coup, je rebondis dessus, parce qu'effectivement, la notion de se dire je peux pouvoir bouger des commits comme ça peut aller un peu en contradiction avec le fait de je veux que l'utilisateur comprenne bien ce qu'il fait. Parce qu'en fait, je fais un truc graphique qui, dans Git, n'a pas forcément de... Ça pourrait nous donner une liste de commandes, justement, et nous dire... Exactement, voilà. c'est exactement ça. L'idée, c'est que, donc toujours dans l'idée d'aider l'utilisateur à vraiment comprendre ce qui se passe, c'est qu'en fait, toutes les actions qui sont faites graphiquement vont être traduites en commande console et vont être exécutées. Si je veux plus loin, même dans le code du projet, l'idée, c'est qu'on ait aucune fonction Git vraiment qui existe et qu'en fait, à chaque fois que je clique sur un bouton ou que je fasse une action, en fait, c'est même en interne, le moteur, il traduit ça en commande Git, qu'il exécute et qu'il affiche. Du coup, je suis vraiment sûr que ce que je montre à l'utilisateur, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, j'ai cette traduction-là qui assure que même si je fais des choses un peu graphiques, j'ai toujours le lien avec la console qui me rappelle que Git, c'est comme ça que ça fonctionne et que je vois ce qui s'est passé, surtout si ça fait plusieurs commandes. Potentiellement, je peux
avoir des actions un peu graphiques qui sont faciles à faire, mais qui en fait doivent être faites en plusieurs commandes. Et c'est ça, à mon sens, qui peut être un peu confusant pour les utilisateurs. Des fois, c'est de se dire, mais moi, je faisais juste ça, et du coup, là, j'ai 4 commandes à faire. Enfin, voilà. Au moins, j'ai une traduction qui traîne. Du coup, j'imagine que vous avez benchmarké des interfaces existantes. Parmi les bons ou mauvais élèves, il y a quelques exemples Alors, l'état de l'art, il commence à remonter. Ce que je sais, c'est que... Alors, le problème, ça va être de retrouver les noms, mais je sais que la notion de traduction en commande, ça existe en partie. Donc, je sais qu'il y a un outil qui est... Je crois que c'est Sublime Merge, qui va effectivement faire des traductions, alors qui ne sont pas affichées constamment, là où nous, il y a vraiment la volonté de, en fait, la console, elle est là, l'utilisateur l'a toujours sous la main. On lui pousse un peu sous les yeux volontairement. Mais effectivement, j'ai déjà vu des interfaces où il y avait cette possibilité de je fais des actions, effectivement, je vois mon historique de commande. Mais on ne pouvait pas basculer vraiment sur un mode console et retaper des commandes, etc. Enfin, ça allait un peu moins loin, mais effectivement, cette notion-là, elle existait déjà. Il y a GitKraken, il me semble, qui va proposer une console un petit peu avancée, où quand on va taper des commandes, il va proposer de la complétion, mais un peu intelligente. Pas simplement proposer la prochaine commande, mais essayer de proposer des commandes entières, il me semble. Voilà, il y a quelques bons élèves quand même avec des bonnes idées à prendre. Très honnêtement, je ne les ai pas forcément en tête, mais j'ai en tête les boutons du style refresh, où en fait, voilà, on a un bouton refresh et c'était vraiment ça le point de départ du projet, de dire en fait, il ne faut pas faire ça. En fait, Git, c'est déjà compliqué, et du coup, si on fait une surcouche qui facilite, mais on ne comprend pas ce qu'on fait, ben, voilà. Je trouve que déjà Git peut le faire lui-même. Typiquement, un Git pull, en fait, pour un débutant, pour moi, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ça fait deux choses, et que si on ne comprend pas que c'est deux choses différentes, en fait, on ne comprend pas ce qu'on a fait, et bah, du coup, pour annuler ou comprendre pourquoi des fois, ça me rajoute des commits, et des fois, ça me crée des embranchements, bah, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vraiment essayer d'épurer tout ça. Mais là, comme ça, je ne pourrais pas dire lesquels sont les bons, lesquels sont les mauvais, mais effectivement, il y a un peu tout, quoi. Mais par contre, il y a plein de choses, d'idées qui viennent de solutions existantes, évidemment, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Alors, j'ai pas très bien compris, mais donc, du coup, à l'heure actuelle, les tests étaient faits avec une maquette. C'est ça. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont fait les tests n'étaient pas en environnement de production. Quoi, Non. Donc, c'était vraiment un temps qui était dédié à ça. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui vous permet de penser que du coup c'est mieux que juste une formation, parce que quelque part du coup c'est un temps dédié à une expérimentation, à l'apprentissage, donc ça peut être considéré comme un petit cours outillé. Qu'est-ce que vous avez mis pour que... Alors, je suis pas sûr de répondre bon, donc il faudra me dire si je suis à côté. Mais juste pour reclarifier, en fait, là, les tests, on les a fait pour 1 heure pour faire juste des tests utilisateurs pour voir un peu ce que ça allait donner. Mais l'outil en lui-même, il est censé être utilisé tous les jours. C'est censé être un remplaçant de GitKraken, Git-T, etc. Donc c'est vraiment, on n'est pas sur de la session de formation. L'idée, c'est que tous les jours, on ait ces mécaniques de jeux vidéo qui nous accompagnent, qui nous aident et qui nous aident à mieux utiliser l'outil, à mieux comprendre ce qui se passe. Là où la formation, effectivement, c'est un temps vraiment cadré où pendant 2 heures, on va être accompagné, on va avoir plein de choses qui nous accompagnent, mais une fois qu'on sort de ces 2 heures, en fait, on repart sous le bras avec ce qu'on a pu absorber comme connaissance. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu l'idée, c'est un peu tout. Voilà. Là, l'idée, c'est que tout ça, ça reste tout au long de l'utilisation. Donc là, après, les tests utilisateurs, effectivement, ils étaient courts dans la durée.
la prochaine version, justement, on aimerait avoir un suivi plus long pour pouvoir étudier. Est-ce que finalement, d'ailleurs, ça pourrait être un résultat qu'on pourrait avoir, de se dire, mais en fait, la gamification, elle est efficace les 2 premiers mois, parce qu'en fait, l'utilisateur a plein de choses à apprendre, et puis en fait, une fois qu'il a tout appris, la gamification ne lui apporte plus rien. Donc c'est là où il va falloir qu'on aille plus loin dans la recherche pour pouvoir justement être capable de comparer la gamification sur le long terme et une formation bien capée qui permet de former les gens. Est-ce que l'un va vraiment être au-dessus de l'autre? Est-ce que c'est complémentaire? Voilà. Moi, intuitivement, j'aurais quand même tendance à dire que même si la gamification, elle va plus... au bout d'un moment, voilà, à part si on est un food guide et qu'on cherche toujours à aller sur les commandes plus complexes, etc., là, ça peut nous aider, la gamification. Mais effectivement, il y a un moment où en fait, on va arriver au maximum de ce dont on a besoin. Donc en fait, je ne vais pas apprendre de nouvelles choses. Du coup, la notion de gamification sur la partie « je t'aide à apprendre », elle ne va plus forcément entrer en jeu. Par contre, donc là, on ne l'a pas mis en place, mais on avait des idées de mécanique de jeux vidéo plutôt pour empêcher l'utilisateur de faire des erreurs, pour limiter l'utilisateur, pour limiter les erreurs de l'utilisateur et pour le guider sur les bonnes pratiques, par exemple. Et donc là, du coup, effectivement, ça serait à comparer avec une formation, de dire, voilà, j'ai arrêté d'apprendre, mais par contre, la gamification, elle continue à me cadrer et à me faciliter un peu les choses, même si je sais déjà comment ça fonctionne, etc. Dans le sens où, par exemple, l'utilisateur, il enchaîne je sais pas vraiment l'exemple, mais il enchaîne 3 trucs. En gros, lui dire, ah, tu l'as fait comme ça, mais il y a cette commande qui existe. Ouais. Donc ça, c'est dans les V17, voilà. Mais effectivement, alors là-dessus, il y avait deux idées qui recoupaient avec ça. C'était soit la notion un peu de suggestion ou de correction, c'est soit la commande elle est incorrecte, donc je vais proposer une correction, soit effectivement suggérer un peu entre guillemets, et maintenant je fais quoi? C'est-à-dire où que je sois dans mon projet, j'ai toujours plus ou moins quelques possibilités pour la suite, quoi. Si je viens de committer, globalement je vais pusher ou je vais refaire un autre commit. Si je viens de faire un rebase, je vais sûrement pusher, enfin voilà. Et donc d'analyser un peu, donc là c'est vraiment poussé, il faudra avoir suffisamment d'utilisateurs avec des utilisateurs suffisamment capés pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Mais en gros dire, je vais un peu étudier comment travaillent les bons, entre guillemets, potentiellement mettre de l'IA, là je pousse vraiment le truc à bout, hein, mais mettre un peu d'IA et dire, je vais utiliser la façon de travailler des uns pour suggérer aux autres des... Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des IA existantes qu'on pourrait coder là-dessus? Alors effectivement, la question, ça va être ça, clairement. Ouais. C'est surtout avec les dernières... Autopilot, je crois. Oui. Je ne sais pas s'ils font ça pour Git. C'est GitHub. Ouais. Pardon. Sur la base de code. Donc effectivement, mais du coup, est-ce qu'il pourrait être capable de... c'est ça. Mais avec l'explosion des IA, effectivement, tout ça, là, c'était des choses qu'on avait vues avant cette explosion. Donc il y a des choses qui sont un peu... ça va exister de toute façon. Du coup, la question sera plutôt comment on peut l'intégrer intelligemment. Voilà, et du coup... oui, il y avait la notion de correction et de suggestion de pouvoir... soit suggérer qu'est-ce qu'il y a ensuite, soit essayer de construire vraiment des commandes complètes à suggérer à l'utilisateur pour qu'il puisse continuer à travailler. Voilà. S'il est un peu bloqué, je ne sais pas trop comment faire ça. Voilà. On pourrait imaginer effectivement intégrer un chat GPT où on lui dit je suis bloqué, j'arrive pas à rebase, et puis qu'il me donne la commande en prenant le contexte en cours, quoi. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui. Et niveau interface, en elle-même, serait possible de créer en gros des alias, enfin une suite de
personnaliser vraiment l'interface avec ce qu'on voudrait faire, par exemple, avoir une commande qu'on a créée nous qui fait un enchaînement de... Ouais. Alors, si je réponds de mon point de vue, j'aurais tendance à dire non, parce que ça va un peu en contradiction avec ce que je disais avant. Mais une des idées qu'on a et qui rejoint vraiment, là pour le coup on est vraiment sur de la mécanique de jeux vidéo, c'est le côté de débloquer des commandes. Donc c'est-à-dire, le Metroidvania est vraiment connu pour faire ça. C'est en fait, tant que j'ai pas montré que j'étais capable de faire telle action, on va pas me permettre d'aller plus loin ou de pouvoir débloquer plus de capacités. Quelque chose qui ressemble un peu à ça, ça pourrait être, typiquement, je parlais du pool tout à l'heure. Moi, sur une interface débutante, je ne mettrais pas le guide pool. Parce que je trouve que c'est un truc qui n'est pas super clair pour un débutant. Et du coup, je le forcerai à faire un fetch et un merge ou un fetch et un rebase au début. Et du coup, il pourrait y avoir la notion de ok, c'est la 53e fois que je fais fetch et rebase, je pense que j'ai compris. Du coup, l'interface me dit c'est bon, tu as compris comment ça marche, je te donne le bouton pool. Maintenant que tu as compris comment il fonctionne, je te donne le bouton pool. Et du coup, on pourra avoir le même concept de... alors, je ne sais pas quel serait le déclencheur et comment ça fonctionnerait, mais on peut avoir cette idée de... Je laisse l'utilisateur créer des trucs un peu custom, des alias, mais seulement si je suis sûr qu'il a assez compris comment ça fonctionne. Et on pourrait... Je sais plus le... Ah, ouais, je veux bien. Merci. On pourrait repartir d'ici et dire en fait si le mec veut faire des alias sur des commandes sur lesquelles il est padawan, je ne vais pas trop le laisser faire, ou à la limite, ça peut être aussi quelque chose de paramétrable, je vais lui mettre un warning en lui disant fais attention, tu n'as pas l'air trop maîtriser ce que tu fais et tu veux faire des alias. Ça marchera sûrement, mais au bout d'un moment, tu ne vas plus savoir ce que tu fais, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça le risque. Mais même sur les alias pour Git en général, si on les fait trop tôt, au bout d'un moment, je ne sais plus ce que ça fait, quoi. Est-ce que tu ne veux pas justement au bout d'un moment désactiver les alias? Ça pourrait être aussi une idée, effectivement. De dire de temps en temps, je remets une piqûre de rappel, je t'enlève tes alias, maintenant débrouille-toi, montre-moi que tu sais toujours faire. Et ça pourrait être carrément une idée, ouais. Faire des rappels. Mm. Par exemple, Duolingo, c'est un truc pour apprendre Oui. les langues. Pareil, c'est cette logique de gamification où on doit augmenter des barres sur certains sujets, mais au bout d'un moment, ça finit par baisser. Donc, Oui. on doit revenir faire une piqûre de rappel pour recharger la barre. Effectivement, on pourrait avoir, on pourrait avoir cette notion de... effectivement, je perds en niveau au bout d'un moment si je ne l'ai pas utilisé, parce qu'on part du principe que on finit par oublier, quoi. Mais voilà, moi, dans l'idée, c'est de base, non, parce que c'est un risque de plus comprendre et de se perdre, et on recrée un écart entre l'utilisateur et l'outil. Ce dont j'aurais peur là-dessus, c'est la personne qui va sur Stack Overflow, qui trouve la réponse et qui dit « Ok, d'accord, c'est comme ça qu'on fait, je le mets dans un alias, j'ai mon bouton, et en fait, j'utilise tout le temps. » Et le jour où sur les 4 commandes, entre la 2 et la 3, il y a une erreur, je suis incapable de le débugger parce que je ne sais même plus ce que ça fait, je ne sais plus ce qu'il y a entre les deux. Et comme je ne comprends pas chaque commande une par une parce que j'ai fait copier-coller, en fait, je suis à nouveau perdu, etc. Mais il y a plusieurs personnes qui nous ont un peu demandé ça dans les tests utilisateurs, effectivement, le fait de pouvoir ajouter des boutons ou de pouvoir customiser un peu l'interface. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir vraiment qu'on ait ces possibilités-là. Il faut juste faire attention, avec les objectifs du projet, d'être sûr que l'utilisateur comprend, de ne pas le faire, entre guillemets, n'importe comment, quoi. De mettre des garde-fous toujours pour être sûr que ce soit compris et que ce ne soit pas fait justement pour éviter d'avoir à comprendre, quoi. Et donc, Vous avez- du coup, l'outil il est censé quand même il est voué à être utilisé qu'un certain temps alors, puisque du coup, quand on est à un niveau très 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 mature et qu'on n'a plus grand chose à apprendre, peut-être que du coup ensuite on veut aller vers autre chose, juste aller une commande simple, ce genre de choses, où il est voué à être un vrai outil, même une fois qu'on n'a plus rien à apprendre en tant qu'outil on l'utilise. Mm. C'est
Alors, la réponse courte, c'est plutôt la deuxième. Et la réponse longue, c'est en fait, quand on a commencé à designer les interfaces, on s'est dit on ne peut pas faire une interface qui va à tout le monde. On veut faire du didactique. Du coup, qui est notre première cible? Les débutants. Donc, on a fait une interface qui est axée sur les débutants. Mais on a des proto-maquettes vraiment très simples qui, justement, ont trois niveaux, on va dire, différents. Une débutant où on va vraiment séparer les choses. Et ça joue sur la première version vraiment là-dessus, de dire j'ai vraiment cette notion de tes modifications, elles passent de gauche à droite. Et déjà, dans Git, quand on a compris ça, on a déjà compris pas mal de choses. Avec une console qui n'est pas trop grosse, pour ne pas faire trop peur, et puis parce qu'on sait qu'ils ne vont pas forcément l'utiliser, mais qui est toujours présente. Et en fait, l'idée, c'est plus on avance dans les niveaux, plus la console va prendre de place, et moins on va avoir d'aide. Et donc, il y a deux façons de le faire. C'est en enlevant des éléments qui ne sont pas forcément indispensables. On va pouvoir le faire plutôt dans la commande. Et c'est en enlevant plutôt des warnings. Donc, je disais tout à l'heure sur les bonnes pratiques, etc. Ou sur les aides, sur les suggestions de commandes, etc. On peut charger la mule au début avec un débutant en mettant plein de choses qui vont l'aider à comprendre. Mais effectivement, un expert, ça va le saouler au bout de 5 minutes. Donc du coup, pouvoir soi-même un peu calibrer son taux d'accompagnement. Et moi, dans ma tête, la version effectivement un peu expert de l'outil, c'est la console qui prend en fait 80% de l'écran. Et en fait, autour, je vais juste avoir des aides visuelles. C'est-à-dire les commandes que je fais tout le temps dans Git, qui sont git statut, git log, git diff. C'est des commandes qui ne font pas d'action sur le projet. C'est avant-après, le projet il est dans le même état. Donc en fait, c'est des choses que je peux avoir en statique autour de ma console, où j'ai mon graphe de commit, j'ai mon diff, et en fait, je vois toujours dans quel état, avec aussi, alors elle ne se voit absolument pas, mais en fait, il y a une barre d'état ici qui nous indique la branche courante, le commit, le dernier fetch, enfin, voilà, vraiment les informations essentielles du projet. Et pour moi, ça sera avoir une console centrale, parce que, si je prends mon cas, j'ai plus l'habitude de la console, c'est comme ça que je fais. Donc j'ai pas besoin de boutons et j'ai pas envie de boutons, mais par contre, j'aimerais bien avoir autour mon log, mon diff, quelques infos sur ne serait-ce que mon nom d'utilisateur, est-ce que je suis bien en train de committer avec le bon utilisateur et je ne suis pas avec mon perso, etc. Et du coup, voilà, avoir cet accompagnement et pourquoi pas aussi avoir gardé les garde-fous sur les bonnes pratiques, les erreurs, etc. Est-ce que mon commit il est bien formaté, est-ce que j'ai pas commité est-ce que j'ai pas commité une clé RSA par erreur dans mon dernier commit. Et donc du coup, on fait sauter toute la partie un peu interface graphique, clic-clic, si j'ose dire, qu'on ne va pas forcément utiliser en mode console, mais par contre, je garde toute l'assistance et je peux garder des notions de gamification qui vont juste m'aider à ne pas faire de bêtises, quoi. Parce qu'on a beau être expert, en fait, l'erreur humaine, elle sera toujours là. C'est plutôt par là qu'on va sur l'accompagnement. Souvent, le principal problème, on va dire, c'est de passer de son modèle mental qui n'est pas celui de Git à celui-là. Et donc, comme tu disais, souvent ce qu'on veut, c'est soit un refresh ou je veux récupérer les données. Et du coup, il y a une phase où on va, ce concept-là, on va le découvrir. En fait, là, il faut que tu le fetches, il faut que tu récupères les trucs. Tu vas envoyer ton code, d'abord, il faut que tu le stage, et ensuite, du coup, tu vas pouvoir ton commit. Et donc, du coup, c'est pas la même unité d'action. Oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, dans ma tête, c'est une action et en fait, c'est plusieurs commandes parce que pour Git, ouais. Pour un débutant, il va pouvoir savoir je veux faire telle action et en fait, au fur et à mesure, c'est plusieurs actions. Alors, un truc que j'ai pas dit, mais effectivement, l'outil, il n'a pas non plus pour vocation de remplacer une formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre quelqu'un qui est complètement novice, qui n'a jamais fait de Git. L'idée, c'est pas non plus de le mettre devant l'interface. Et voilà, c'est plutôt un accompagnement. Mais pour ça, dans les vagues pistes qu'on a pu avoir, dans un truc très récent auquel j'ai pensé, c'est
effectivement de faire une espèce de logigramme de j'en suis où et maintenant je veux faire ça, et du coup avoir une espèce de traduction de donc c'est ça que je veux faire en langage naturel, enfin en français ou en anglais quoi, et du coup qu'est-ce qui se cache derrière en Git. Mais si on fait ça, effectivement, il faut garder cette traduction et expliquer. Et c'est là où, effectivement, on peut passer par une petite phase de tutoriel. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas resté dans cette présentation, mais dans les premières versions de la présentation du projet, il y avait l'idée on ne veut pas faire du tutoriel. L'idée, c'est je ne veux pas faire un gros tutoriel pour aider les utilisateurs. Je veux faire une interface avec de la gamification à l'intérieur. Mais en fait, on est obligé de garder le tutoriel. Qui se retrouve dans notamment la slide qui a disparu, mais dans laquelle il y a les petites vidéos qui tournent un peu comme dans Doom, qui me montrent comment ça marche. Et en fait, le tutoriel, c'est quand l'utilisateur le demande. Et il y a cette notion de, en fait, des fois, je suis obligé d'expliquer les choses. On ne peut pas passer que par du subtil et voilà. Et de temps en temps, il va falloir mettre du tutoriel, mettre des explications vraiment... je veux faire ça, bah voilà la liste des actions à faire dans Git. Et donc ça peut être répondu par la page d'aide. Donc là, j'ai surtout parlé de la partie sandbox, mais un truc qu'on aimerait faire, c'est une partie FAQ, qui serait vraiment, plutôt que d'avoir une aide qui part, le point de départ c'est la commande, c'est je ne sais pas ce que c'est que Rebase, je veux faire un Rebase, c'est plutôt de l'avoir dans l'autre sens, de dire je pose une question et j'ai une réponse qui me dit voilà ce qu'il faut faire, quoi. Mais effectivement, on ne va pas remplacer cette partie-là de formation. En fait, on est obligé à un moment d'apprendre. L'idée là, c'est plutôt une fois que j'ai fait la formation, je ne perds pas ce que j'ai appris et je continue à l'entretenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques, d'autres idées, parce que c'est vachement bien aussi d'avoir les idées. Super. Bah, merci beaucoup encore. Dès que le projet sera open source, on essaiera de communiquer un maximum dessus. Si en attendant vous voulez avoir des infos sur le projet, etc., n'hésitez pas à venir nous voir. On peut aussi vous passer des infos ou nos coordonnées si vous voulez nous poser des questions. Et puis voilà. Merci encore.